Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouvel épisode de mon petit calendrier de l'après. Donc cet épisode du 25 au 31 décembre pour parler de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vraiment, c'est très aléatoire. Puisqu'hier on a parlé de Noël et des souvenirs que j'avais à Noël et de pourquoi j'aimais Noël et tout ça. Ce qui était plutôt logique puisqu'on était le 25. Aujourd'hui, il n'y a aucune continuité, aucune logique et pas du tout la même ambiance, puisque j'ai décidé de faire un petit point sur l'affaire Pellico. Donc pas pour re-raconter cette affaire parce que je l'ai déjà traitée en long, en large, en travers sur mon compte Instagram, mais plutôt pour livrer un peu une analyse post-affaire, savoir ce que moi j'en retiens, est-ce que je pense que ça va changer les choses en France et dans le monde, etc. Bref, voilà, on fait un petit point sur le sujet. Donc, en deux lignes, si vous n'avez pas suivi l'affaire, mais je pense que vous avez forcément entendu, Dominique Pellico, du coup, est un homme qui a abusé de sa femme pendant des années et qui, pendant une dizaine d'années, l'a également fait violer par des dizaines et des dizaines d'hommes recrutés sur Internet, sans grosse difficulté. Et du coup, il droguait sa femme pour pouvoir abuser d'elle et la faire abuser. Voilà, donc vraiment désolée, c'est pas du tout bonne ambiance, mais c'est juste pour rappeler les faits. Et à côté de ça, Dominique Pellico est également accusé d'inceste envers sa fille. Il a également été condamné pour avoir des photos de sa fille, de ses belles-filles, etc. Enfin bon, bref, une bien belle personne. Et il est également, sachez-le, impliqué dans une affaire de meurtre, mais ça n'a pas été jugé pour l'instant. Je ne sais pas si ça le sera. J'avoue que je ne sais pas où ça en est là-dessus. Voilà du coup pour les faits, donc très peu réjouissant, mais cette affaire, elle a fait énormément de bruit. Déjà, elle a fait énormément de bruit parce que l'affaire est horrible, voilà, même si il y a des tas de choses horribles qui se passent tous les jours dans le monde. Là, c'est vraiment particulièrement horrible. Ce qui a choqué aussi, bien sûr, c'est le nombre d'hommes qui ont participé à tout ça. Et le fait que ces hommes soient tout à fait normaux et intégrés en société, je mets entre guillemets normaux mais dans le sens où ça a contrasté avec ce que les personnes s'imaginaient des violeurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Enfin, comme d'habitude, j'ai rien écrit pour cet épisode, donc je déroule juste ma pensée comme ça vient. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un point clé, je pense, de l'affaire Pellico. C'est que ça aura permis aux gens de se rendre compte que les violeurs, les agresseurs, c'est des messieurs tout le monde, ils sont très bien intégrés en société, ils ont des amis, ils ont des compagnes, ils ont des enfants, ils ont des potes, ils ont des collègues, voilà, c'est vraiment hyper important de l'avoir en tête. Et je sais que pour les personnes qui ont été agressées, qui ont subi tout ça, on est vraiment là en mode, bah guys, genre vous le saviez pas. Mais en fait, il faut bien se dire que il y a plein de gens qui vivent vraiment dans un déni par rapport à tout ça et qui se disent que non, non, euh, eux ne feraient jamais ça, que leurs voisins ne feraient jamais ça, que voilà. Et c'est vraiment quelque chose de très problématique parce que déjà, ça garde les victimes dans une sorte de peur d'en parler parce que du coup, elles se disent bah personne va me croire puisqu'on pense que l'agresseur c'est le fou du coin qui va surgir dans la rue avec son couteau et pas mon entraîneur de sport que tout le monde adore et où mon père adore boire une bière avec lui à la fin, par exemple. Donc déjà, c'est dur pour les victimes de venir casser cette image-là. Et puis surtout, il y a un truc où c'est beaucoup plus confortable de rester dans ce déni-là, de se dire non mais les agresseurs, on les reconnaîtrait. Et ça, c'est vraiment un truc qui ressort hyper souvent quand on dénonce un homme, c'est les gens autour de lui qui vont dire mais n'importe quoi, moi je le connais, il est pas comme ça. Mais en fait, on connaît jamais les gens et je pense que cette affaire, c'est ce qu'elle a rappelé et c'est ce qui a permis aux gens aussi d'avoir un peu un choc et de se dire ah mais oui c'est vrai en fait on peut connaître personne, on peut faire confiance à personne et ça c'est vraiment essentiel de l'avoir en tête et je le rappelle d'autant plus en cette période de fête de fin d'année où on voit beaucoup de monde, c'est des fêtes où les enfants sont confrontés à des personnes qu'ils ne voient pas forcément hyper souvent, des cousins, des cousines, des tontons, des grands-pères, enfin bon bref.
je sais que c'est un sujet hyper tabou, mais il faut être vraiment, vraiment, vraiment aux aguets par rapport à tout ça. Faut bien rappeler à ses enfants les signes qui doivent les alerter. Faut jamais laisser ses enfants tout seuls avec des adultes sans surveillance. Et c'est pas du tout être parano que de dire ça. Il y a un enfant sur 10 qui est victime d'inceste en France. Il y a un enfant sur 5 en Europe qui est victime de pédocriminalité. C'est énorme, vraiment. Et la plupart du temps, dans les cas de pédocriminalité, c'est des proches. Donc voilà, je ne vais pas casser l'ambiance, mais juste rappelons-nous à quel point c'est tellement, tellement, tellement fréquent, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Et je pense que c'est aussi ce que cette affaire a permis de rappeler, parce que Dominique Pellico, c'était un homme qui était voilà, qui était au contact donc de sa femme qu'il a abusée pendant des années, qui a pris des photos de sa fille, de ses belles-filles, qui a probablement, très probablement, en tout cas, elle l'accuse, sa fille, eu un comportement incestueux avec elle, qui a également fait des propositions pédocriminelles à ses petits-enfants. Enfin bon, bref, il cochait un peu toutes les cases, mais comme de très nombreux hommes qui ont été jugés lors du procès et qui pourtant étaient là aussi défendus par leurs proches, etc. Donc voilà, un point hyper important, les monstres n'existent pas. C'est beaucoup plus simple de se dire ça et je pense que c'est beaucoup plus simple aussi pour tout un tas d'hommes qui veulent vraiment rester dans le déni et qui veulent pas forcément se remettre en question eux, remettre en question leur propre comportement. C'est tellement plus simple de dire non mais c'est les autres le problème et moi j'ai jamais été un problème et je le serai jamais. Alors qu'en réalité tout le monde peut avoir déjà eu des comportements problématiques et c'est pour ça qu'il faut vraiment se regarder dans un miroir et faire un peu attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit et à ce qu'on a fait et ce qu'on a dit. Parce que même si aujourd'hui on peut être une très bonne personne et tout, ça n'empêche pas qu'on peut avoir eu des comportements inappropriés auparavant. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça met vraiment tout le monde mal à l'aise ce procès et tant mieux parce que peut-être que ça va enfin forcer les gens à un peu déconstruire ces idées reçues-là. Et ensuite, un autre point, je pense, qui fait que ce procès est historique, c'est que Gisèle Pellico, contre toute attente, elle a refusé le huis clos. C'est-à-dire que, vu l'horreur du procès, on aurait pu se dire, bon, bah, elle va demander à ce qu'il soit à huis clos, c'est-à-dire que les journalistes ne puissent pas assister au procès et à ce que ça reste vraiment un peu secret ce qui s'est passé. Parce que bah, c'est hyper dur et que en plus il y a des vidéos, des abus, etc. Donc compliqué de diffuser ça et de se dire que les autres nous voient dans cette posture. Et pourtant, bah, Gisèle, voilà, elle a surpris tout le monde en disant que elle refusait le huis clos parce qu'elle voulait que la honte change de camp. Et ça, c'est un geste qui est vraiment courageux pour le coup. Je sais que Gisèle, elle aime pas forcément qu'on dise d'elle qu'elle est courageuse, etc. Mais personnellement, en tant que victime de violence, je pense pas que j'aurais eu cette force-là d'ouvrir mon procès, surtout pour des choses vraiment aussi horribles qu'elle a vécues. Et elle l'a eu, ce courage. Et c'est pas une question de dire si on le fait pas, on n'est pas courageuse. C'est pas du tout ça, c'est pas l'idée de mettre en concurrence les victimes, enfin vraiment pas, mais juste de se dire c'est dur de le faire et elle l'a fait donc vraiment bravo à elle parce que bah ça a encore une fois envoyé un immense message qui était de dire mais vous voyez moi j'ai été victime de viol, moi j'ai été violée par des dizaines et des dizaines d'hommes et pourtant bah moi j'ai pas honte. Moi, je viens tous les jours, j'ai le sourire, je garde la tête haute, etc. Et ça, c'est aussi un message très fort qu'elle a envoyé. Encore une fois, ne pas l'interpréter comme ok, si on n'est pas comme Gisèle, si on n'est pas digne comme elle, parce que c'est beaucoup ce qui a été dit et tout ça, bah ça veut dire qu'on est une mauvaise victime. Non, pas du tout, mais juste il y a plein de postures de victimes qui existent et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la posture que Gisèle a adoptée, elle a vraiment contrasté avec ce qu'on aurait pu projeter d'une victime, ce qu'on aurait pu imaginer d'une victime. Et quand on sait que pendant des années et des années, on n'a pas montré les victimes de violences sexuelles, qu'on les a fait témoigner à visage couvert, etc. Parce que c'était tellement honteux d'être victime, de se dire qu'on a une femme qui assume devant le monde entier bah voilà, de dire voilà ce que j'ai vécu et tout, regardez mon visage, regardez-moi, j'ai pas honte parce que je sais que c'était pas de ma faute, bah c'est un message énorme qui est envoyé.
Et vraiment, j'insiste dessus parce que je sais que dans les milieux militants, vu qu'on a toujours tendance à un peu décortiquer les trucs dans tous les sens, et c'est très bien de le faire, mais voilà, du coup, on va dire oui, mais ok, elle fait ça, mais ça veut pas dire que c'est une héroïne, faut pas faire d'elle un, un porte-étendard de la cause ou quoi que ce soit. Je dis pas ça, mais je dis juste, encore une fois, sortons aussi de nos milieux militants et dites-vous pour des dizaines de milliers, de millions de personnes même qui sont pas du tout sensibilisées comme nous à ces thématiques-là, qui sont pas sensibilisés au fait que c'est pas la faute des victimes, etc., que les victimes doivent pas avoir honte et tout ça. Le fait de voir une victime de violence sexuelle particulièrement horrible se tenir comme ça face au monde, ça envoie un message très très fort. Donc oui, on peut le relativiser de toutes les façons possibles et dire que c'est pas le modèle à suivre, etc. et tout ce que vous voulez et ce qu'on voit sur Insta et ce qui est très vrai. Mais il faut pas non plus relativiser le fait que ça a eu énormément d'impact, je pense. Et du coup, je vais essayer d'abréger l'épisode parce que je vais pas non plus vous en parler pendant des heures. Mais je pense qu'un dernier point, ce serait de se dire est-ce que ça va changer les choses en France et dans le monde? Je pense que c'est très difficile de répondre à ça. Parce que, en fait, on a souvent beaucoup d'espoir par rapport à tout un tas de choses et à chaque fois on se dit: «Oui, mais ça change pas assez vite, c'est vain». Là, on le voit bien, il y a eu des, enfin, ce qui avait été requis par le parquet au niveau des peines, bah, ça a été en dessous donc voilà. Je sais que il y a toujours des déceptions par rapport à ce qu'on attend. Mais il faut garder en tête, encore une fois, que tout est une affaire d'échelle et de point de vue aussi. Et si on repense à ce qui s'est passé en 2017 avec MeToo, voilà, on peut pas dire que MeToo, ça a pas changé les choses. MeToo, ça a révolutionné les choses. Vraiment, ça a tout changé en fait. Même s'il y a encore énormément de problèmes, même s'il y a encore de l'omerta, même si les agresseurs sont encore protégés, même s'il y a plein de victimes qui osent toujours pas parler, tout ce que vous voulez, mais c'est énorme ce que ça a fait et je pense que c'est important de se concentrer aussi là-dessus et je pense que pour Gisèle Pelicot c'est pareil. En fait, oui, on ne sait pas si vraiment ça va changer les choses, si ça va faire évoluer la loi, si voilà, mais ce qu'on sait c'est que ça a déjà fait changer les choses dans le sens où c'est la première fois qu'il y a vraiment une victime de viol comme ça, de viols conjugaux en plus, qui est un sujet dont on parle pas beaucoup non plus, une victime qui est vraiment mise comme ça en avant et qui est valorisée et qui est soutenue pour son courage. Quand on pense justement à 2017, à comment ont été traitées les victimes celles qui dénonçaient ces hommes puissants, etc., comment elles ont été traînées dans la boue, comment elles ont été insultées et tout. Et là, on voit comment est traitée Gisèle Pellico. Bah oui, on voit qu'il y a eu un changement et c'est tant mieux. Et encore une fois, on peut remettre ça en question de plein de manières. Est-ce que c'est bien d'héroïser une femme comme ça? Est-ce que c'est bien de la mettre en porte-étendard de la lutte et tout ça? Peu importe, on peut y réfléchir, mais n'empêche que c'est vrai, elle a vraiment changé les choses à ce niveau-là. Et rien que pour ça, on peut vraiment souligner ce changement et dire que c'est quand même une fierté de se dire que voilà, cette femme, elle a réussi à faire de son histoire quelque chose de fort qui a sensibilisé partout dans le monde aux thématiques de la soumission chimique, aux thématiques du viol conjugal, au fait que les violeurs, c'est des monsieur tout le monde et que n'importe qui peut être un violeur. Enfin, tout ça, c'est pas rien. Quoi. C'est vraiment important de le garder en tête. Et voilà, et encore une fois, en sortant juste de son prisme militant qui veut toujours tout déconstruire et tout critiquer et remettre en perspective et tout. Ok, mais encore une fois, rappelons-nous de ce que ça représente pour les gens qui ne sont pas sensibilisés à tout ça et ce que ça représente vraiment à l'échelle du monde. Et je pense qu'à ce niveau-là, oui, c'est sûr que Gisèle Pellico, elle a fait changer les choses et que je suis sûre que ça va continuer à avoir un impact pendant des années après. Je sais pas si l'impact il sera aussi fort que ce qu'a eu MeToo, mais en tout cas, je pense que ça a quand même déclenché une vague et c'est hyper important de souligner ça et de remercier Gisèle pour ce qu'elle a fait parce qu'elle s'est vraiment battue seule contre tous. Donc voilà, merci à Gisèle et à toutes ces femmes qui font bouger les choses à leur manière. Et je vois qu'on est à 15 minutes, donc écoutez, je vais essayer de m'en tenir à ce, à ce timing-là pour les épisodes qui viennent, à ne pas dépasser.
J'espère que je vais y arriver. Voilà en tout cas pour ma petite réflexion sur Gisèle Pellico. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, vous, pour savoir ce que vous en avez retenu. Moi, je pense que si je devais retenir une image, ce serait vraiment une des photos qu'on a vues de Gisèle, hyper souriante, hyper forte, hyper combative. Et moi, ce serait vraiment cette image-là que je garderais et qui est pour moi un énorme changement dans la représentation qu'on a des victimes de violences sexistes et sexuelles et des victimes de violences conjugales. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a fait réfléchir. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Eh bien, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!